Bonjour à tous. Merci d'être présents au dernier volet de la série conversationnelle Par-delà la crête, la production de Vimy Retrouvé, présentée par la Fondation Vimy en partenariat avec l'Office national du film du Canada et avec la participation financière d'Anciens combattants Canada. Je m'appelle Marianne Goyette et en 2014, j'ai eu le privilège de voyager sur les traces des soldats canadiens durant la Première Guerre mondiale en France, en Angleterre et en Belgique, dans le cadre du prix Vimy Beaverbrook offert par la Fondation Vimy. J'étudie maintenant en droit à l'Université McGill. En 2017, la Fondation Vimy m'a approché pour participer à un projet de film portant sur une jeune femme qui voyage à Vimy pour commémorer son arrière-grand-père, un soldat décédé lors de la bataille de la Crête de Vimy. Cette expérience fut très enrichissante pour moi et m'a permis de voir les particularités techniques du travail avec des archives. En effet, les archives vidéo constituent le cœur du film Vimy Retrouvé en agissant comme une fenêtre dans le passé. Nous avons aujourd'hui la chance de nous entretenir avec M. Denis McCready, le réalisateur du film Vimy Retrouvé. Denis McCready travaille en production télé et cinéma depuis 1996. Il a gagné 2 Gémeaux comme producteur de Sur la corde raide et Chercher le courant et a produit plusieurs autres séries télé et documentaires. Entre 2015 et 2018, M. McCready a été producteur au studio documentaire et au programme institutionnel de l'ONF. Il est maintenant le producteur exécutif du studio de la francophonie canadienne de l'ONF à Toronto. Nous remercions chacun d'entre vous d'être présent aujourd'hui. Nous vous rappelons que nous réservons les 25 dernières minutes de ce webinaire pour répondre à vos questions, qu'elles soient en français ou en anglais. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos interrogations grâce à la boîte des questions, afin que nous puissions explorer davantage certains sujets ou en aborder des nouveaux. En première partie, nous aborderons des aspects plus techniques sur le travail avec des archives et la restauration de celles-ci. Puis, nous traiterons de la recherche historique nécessaire à la préparation d'un tel film et les raisons ayant motivé certains choix artistiques. Nous verrons ensemble que le travail nécessaire pour réaliser ce film de 9 minutes était considérable et présentait des défis particuliers au travail avec des archives de guerre. Nous commençons d'abord en invitant Denis à nous parler du processus pour choisir les archives. Donc, comment avez-vous trouvé et fait la sélection des archives vidéo? Et est-ce que les images des champs de bataille sont des originales? Alors, il se trouve que l'Office national du film est l'organisme qui détient un fonds d'archives de la Première Guerre mondiale, qui sont composés de 2 sources principales, soit le Imperial War Museum, qui avait documenté évidemment la Première Guerre mondiale en pellicule, et aussi des bulletins de nouvelles de l'époque qui étaient diffusés dans les salles de cinéma avant les programmes principaux et qui racontaient l'évolution des événements là, en Europe à l'époque. Et ces 2 sources-là sont des sources qui existent sur pellicule 35 mm, donc un format de très, très grande qualité et de grande pérennité. La qualité de ces images-là, elle est exceptionnelle. Et avec les outils d'aujourd'hui, on a vraiment réussi à en extraire le meilleur pour faire le film. Donc, c'était nos sources principales. Et puis, il y avait un point important, c'est que il fallait faire un travail pour vraiment redonner une nouvelle vie à ces images-là par la restauration. On a fait ce travail subséquemment, j'irai plus en détail tantôt. Ce que l'on sait de l'époque, c'est que c'est extrêmement dangereux pour les opérateurs d'être sur le champ de bataille au moment des combats parce qu'ils travaillaient avec une boîte qui devait faire je ne sais pas combien de pouces, là. C'était une grosse boîte en bois avec une manivelle. Fallait la placer sur trépied. Donc, les scènes de combat qui existent, qui sont documentées, où on voit des soldats très, très proches, qui courent, qui tirent, qui tombent, ce sont toutes des reconstitutions qui ont été faites avec les soldats dans des moments d'accalmie. Et il n'existe que quelques images des combats réels qui ont été filmées et très souvent, elles sont toutes filmées de très loin. On voit des petits personnages et c'est pas très cinématographique, là, c'est pas très dramatique, mais c'est ce qui existe là comme source. Et donc, même si le film 35 mm était de bonne qualité pour l'époque, il y avait quand même un travail à faire pour le préparer pour les écrans modernes. Donc, quelles étaient les étapes
qui font partie de la restauration des images? Alors, il faut comprendre, il y a 2 points vraiment importants. Le 1er, c'est que, à l'époque, la pellicule est une pellicule qui est dite au nitrate et qui est très flammable. Et c'est pour ça que il arrivait quand le projecteur coinçait et que l'image restait devant la lampe, il y avait carrément un incendie qui se déclenchait dans le projecteur. Il y a des cinémas au complet qui ont brûlé avec des conséquences tragiques. Et donc, c'était un médium qui est extrêmement fragile. Et plus tard, l'industrie du cinéma a inventé une pellicule qu'on appelle un safety film. Et c'est pour ça qu'il y a la mention safety film sur les bobines. Donc, basé, je crois, sur de l'acétate et qui est beaucoup plus stable et moins dangereux. Alors, ce qui a été fait à un moment donné, c'est que ces images d'origine ont été transférées littéralement là, par contact et par exposition à une lumière, ont été retransférées en 35 mm. Il y avait 2 points importants, c'est que on parle quand même d'images qui ont 100 ans, plus de 100 ans. Donc, il y avait des phénomènes assez simples d'étirement, de vibration, parce que bon, les machines n'avaient pas la qualité des machines qu'on a aujourd'hui au niveau du tournage. Et aussi, à cette époque, les caméras tournaient avec une cadence de 18 images secondes. Et donc, ça veut dire que l'image était capturée à 18 images secondes. Or, aujourd'hui, la cadence cinéma, elle est de 24 images secondes. Ça, c'est une évolution technologique nécessaire avec le cinéma parlant. Ce qui fait que traditionnellement, quand on voit des images de cette période aujourd'hui, comme elles ont été transférées très souvent image par image, on a un effet d'accéléré qui donne un aspect comique aux scènes et était très opportun pour tous les films comiques de l'époque, que ce soit Chaplin ou la Keystone, ou etc., mais qui ne rend pas justice, en fait, à la vraie cadence des images. Alors, on avait un travail à la fois de restauration de la surface de l'image, donc enlever les poussières, les éraflures. On avait un travail de changement de cadence. Il fallait empêcher les vibrations, rétablir la stabilité de l'image. Et ensuite, il fallait changer la vitesse de l'image. Et pour avoir finalement aussi, parce que les images étaient cadrées 4:3, donc c'est un format qui est relativement carré. Et nous, on voulait travailler dans un format 16:9, qui est le format maintenant qui est utilisé là, en diffusion télé et en ligne. Donc, on avait aussi, on devait recadrer et rentrer dans l'image. Et ça, euh, euh, c'était un autre défi. Et on a fait une belle trouvaille parce que quand on a transféré la pellicule, on a découvert en fait que l'image pleine du film était plus large que ce qui existait dans les archives vidéo. À cause des protocoles techniques, une vieille pellicule 35 était toujours recadrée et on perdait des bouts d'image. Et là, ce que nous on a fait, c'est qu'on a numérisé la pleine largeur du film, donc de perforation à perforation, puis du haut au bas de l'image. Ça nous a permis de faire un cadrage 16:9 et ça nous a permis de découvrir des soldats qui étaient dans le coin de l'image, des chiens, des canons, des bouts de carriole. Et là, vraiment, ben, un, c'était une belle découverte. Et deux, ben, en fait, on montrait à l'écran des sections d'images qui n'avaient peut-être pas été vues, à part quelques techniciens, depuis une centaine d'années. Donc ça, c'était aussi une belle trouvaille. Et donc, en plus du travail pour préparer l'image à l'écran, vous avez aussi dû faire toute la colorisation de ces images-là. Oui. Donc, quelle technique avez-vous utilisée, puis quels étaient certains des défis? Alors, ben, on va regarder un premier extrait et puis je vais parler dessus pour décrire un peu le processus. Ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'on voit, c'est les images telles qu'elles sont au fil des différents changements. Donc, une fois qu'on a stabilisé l'image, ensuite étalonné, recadré et colorisé, c'est une image qui est très rapide. La prochaine image est plus lente. Scène de combat reconstituée. On commence avec une image tout petite, hein, de basse résolution. On fait tout le montage. Une fois qu'on a notre image décidée, on fait un travail avec l'image de haute résolution et on va faire une renumérisation stabilisée, résolution 2K.
mais on remarque la vitesse, elle est normale, donc 18 images secondes. Et quand on fait un recadrage, on a étalonné l'image, on est prêt à aller en colorisation. Donc, il y a une première version de colorisation qui est faite. C'est assez discret. Et ensuite, on réajuste, à la toute fin, on réajuste la vitesse. Et là, on voit que les soldats bougent beaucoup plus normalement. Hein? Et ça, c'est important de faire toutes ces étapes-là dans cet ordre-là. Et l'étape de colorisation, c'était l'étape juste avant l'étape finale. Il y avait un travail donc assez simple, ben, je dis simple, non, c'est plutôt un travail très complexe, où le coloriste assigne des zones à une couleur et l'ordinateur fait suit à la trace la zone en question. Donc ça, c'était le processus, je dirais, de base. Mais on avait d'autres défis là, au niveau narratif qui ont été qui nous attendaient dans le processus. Justement, donc, à côté des images d'archives, vous avez fait le choix d'avoir des dessins qui, pour raconter un peu les personnages. Donc, pourquoi avez-vous choisi de présenter ces scènes-là au dessin et quelle logistique est-ce que cette technique a nécessité? Alors, la motivation première du projet, c'était de raconter une histoire en lien avec la bataille de Vimy. On voulait que le film soit colorisé. Ça participait d'une initiative de la Fondation Vimy de faire coloriser des photos et de publier un livre sur la Première Guerre mondiale. Et donc, on avait un délai relativement court entre le moment où on a eu le feu vert et les fonds confirmés et le moment où on devrait présenter le film, c'est-à-dire au 99e anniversaire là, de l'armistice. Et il y avait aussi un souci de raconter le quotidien des soldats, de pas seulement raconter le combat, mais raconter le quotidien des soldats, la vie des soldats dans les lignes arrières. Et heureusement, en fait, parce que les opérateurs de caméra travaillaient en zone sécuritaire, ils filmaient le quotidien des soldats, ils les filmaient en train de manger, en train de travailler, en train de construire des choses, en train de déplacer des armements, etc. Il y a aussi plein d'images, évidemment, de coups de canon, etc. Donc, on savait que cette matière première-là existait et la réflexion a été de dire, ben, on va faire une conception, on va faire une rétro-conception. Plutôt que d'écrire une histoire et de trouver le visuel, on va faire l'inverse. On va regarder l'état du visuel et on va se dire quelle histoire on peut raconter avec ça. Et là, soudainement, avec la panoplie, puis moi, j'ai regardé peut-être à peu près la moitié de la collection en regardant avec les mots-clés, en regardant avec qu'est-ce qui était annoncé dans les descriptifs. Et j'avais tout le matériel qu'on pouvait espérer pour montrer ces différentes étapes du quotidien des soldats, mais il manquait un fil conducteur. Et là, le fil conducteur était une dramatique. Dans le fond, on a créé une fiction, bien que tous les éléments qui sont évoqués dans la fiction sont basés sur de la recherche, sur des témoignages des soldats, sur des faits qui sont documentés. On avait des trous dans l'histoire. Il fallait créer des moments pivots au niveau narratif et c'est là que on s'est dit, ben, on va introduire l'animation pour venir articuler ces éléments dramatiques-là et pouvoir construire une histoire avec un milieu, un début et une fin sans avoir recours à des simples cartons, hein, parce qu'on aurait pu avoir recours à des cartons, mais c'est très difficile de s'identifier dramatiquement à un simple carton. Fait qu'on a opté pour l'animation. Claude Cloutier, qui est un cinéaste qui avait déjà fait un court-métrage sur la Première Guerre mondiale, qui avait travaillé avec ces sources-là, on l'a approché pour travailler au crayon à mine. Parce que dans l'histoire, ceux qui ont vu le film avant le webinaire, le personnage a un carnet de notes de son arrière-grand-père. Alors on s'est dit, ben, ça va être quoi la matière première pour un soldat de l'époque? Ben, ça va être le crayon à mine, ça va être le carnet, le papier. Et donc, on a demandé à Claude de créer des dessins à la mine parce qu'on était à la fois en récit narratif, il y a une jeune femme qui s'en va à Vimy, mais on évoquait aussi certaines archives avec des dessins et on transitionnait entre le dessin et l'image d'archive. Et ça a été un travail important, assez laborieux, parce que la technique qu'on avait prise demandait que Claude
ait les images vidéo, dessine dessus, passe à une prochaine image. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a fait le tournage avec toi, Marianne, parce qu'on on avait besoin d'une référence physique, on a besoin d'un personnage qui se déplace. Alors moi, j'ai utilisé comme référence la cheminée à l'arrière de l'ONF et je t'ai fait marcher vers la cheminée. Et ensuite, Claude a essentiellement remplacé la cheminée par le monument de Vimy, puis évidemment avec ta silhouette. Et pour donner une idée d'ampleur du travail, il y a une scène où on voit ton visage qui bouge et je crois que tu montes le regard ou tu baisses le regard vers le carnet. Ça dure 5 secondes et ça prend une semaine à dessiner, image par image. Donc, c'est un travail assez important, mais ça donne une facture qui est vraiment très, très belle, qui reste dans une texture qui, à mon sens, se marie très bien avec les archives. Justement, en termes de travail qui nécessite beaucoup d'heures, euh, on doit aussi parler du son du film parce qu'on a beaucoup parlé d'images, mais il y a aussi tout le travail pour capturer les sons de canon, par exemple. Donc, Ouais. comment est-ce que vous avez réalisé la conception sonore? Alors, c'est un film que je recommande toujours d'écouter fort. Il faut mettre le volume fort parce que, premièrement, pour avoir vraiment la pleine expérience du projet. Et, et donc, la conception sonore était vraiment importante. J'ai approché Sylvain Bellemare, qui est un concepteur sonore au cinéma. Euh, Sylvain avait déjà un intérêt marqué pour la Première Guerre mondiale. Il avait il avait fait des projets d'installation sonore. C'est quelqu'un qui fait un travail exceptionnel. Il a gagné l'Oscar de la conception sonore pour le film Arrival de Denis Villeneuve. Et c'est aussi Sylvain, d'ailleurs, qui a créé toute l'atmosphère sonore de l'exposition du Musée canadien de la guerre qui marquait le centième anniversaire de l'armistice. Et donc, précédemment, à 2018, j'ai approché Sylvain pour la conception sonore. Il y avait deux défis. Il y avait probablement un défi de créer des sons où on était dans de la vraisemblance sonore, de créer une atmosphère où on se sent, on sent qu'on est présent. Euh, et il y avait aussi le défi que c'est un film qui a un défilement très rapide. On passe d'un bateau à l'entraînement, les gars sont en train de manger, ils lisent une lettre, hop, ils sont en train de planter des clous, des choses comme ça. Donc, tu sais, contrairement à un film de fiction où une scène défile, puis tu sais, on est capable de construire l'environnement sonore, puis de rentrer puis de sortir d'une scène. Là, on défilait dans les scènes de manière très, très rapide. Fait que Sylvain a réfléchi à créer une atmosphère globale et à ponctuer des moments sonores. Et il a aussi créé, évidemment, les sons des canons d'artillerie, les explosions, à partir de sources qu'il avait dans des banques, à partir de sons qui existaient. On n'avait pas, malheureusement, le luxe que Peter Jackson avait d'être propriétaire de canons d'époque et de pouvoir tirer des vrais coups de canon, comme il l'a fait dans son long métrage They Will Not Grow Old. They Shall Not Grow Mm. Old, quelque chose comme ça, où Peter Jackson a fait un peu le même travail là, de colorisation, mais à grande échelle. Puis, moi, mon expérience a été assez particulière parce que dans le studio de mix, on travaille en couches. Hein. Certains des coups de canon, il y avait 15 sons en couches pour créer la complexité du son. Alors, on écoute chaque couche. Le mixeur et Sylvain placent le son. Ensuite, deuxième couche, troisième couche. Et ensuite, ils écoutent le coup de canon à répétition, ils vont placer. Et j'ai vraiment compris, mais alors à petite échelle, l'expérience physique des coups soutenus de canon. Parce que quand on est dans une salle de mix avec un volume comme ça, là, ça tombe, ça cogne. Et je me suis rendu compte, de bien modestement, que c'est un choc physique, un impact comme ça. Et de l'entendre à répétition, c'est très angoissant. Alors, non, je suis très, très content du travail qui a été fait. Puis c'est une partie tellement importante du cinéma, le son. C'est la partie, entre guillemets, qu'on remarque pas quand c'est réussi. Puis là-dessus, Sylvain a fait un travail vraiment exceptionnel. Merci pour la réponse.
Donc là, on a beaucoup abordé les aspects techniques. Maintenant, on va parler des aspects historiques et de recherche et aussi de certains choix artistiques. Et on va commencer en revenant sur la colorisation. Donc, quelle recherche était nécessaire pour retrouver et identifier les couleurs originales? Alors, notre coloriste qui travaille en France et qui avait travaillé sur plusieurs séries, Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, avait des références de canons, de visages, même un peu de paysages, mais il fallait fournir des références pour les uniformes, les casques, etc., les infirmières. Alors, on va regarder les extraits. On a deux images de référence. Alors, donc, ce qu'on voit à droite de l'image, c'est une tunique d'époque avec une charte de couleurs de référence. Et à gauche, ce que l'on voit, c'est l'image colorisée. Donc, une première version d'image colorisée. Et ça nous permet de comparer la source avec le résultat final et de faire de la calibration. Et puis, on peut regarder la deuxième image. Alors ici, c'est vraiment intéressant, c'est un masque à gaz de l'époque et c'est le même type de masque que le soldat porte. Le Centre canadien pour la Grande Guerre en a un exemplaire. Et donc, on a pu vraiment donner une référence exacte, la plus proche possible, en tout cas, de ce que ça pouvait ressembler à l'époque aux coloristes. On a fourni une série de photos calibrées comme ça. Et on a fait des allers-retours, des ajustements pour trouver vraiment les bonnes références. On savait qu'on ne pouvait pas prétendre être dans les couleurs exactes, mais on pouvait se rapprocher le plus possible, d'être vraiment dans une vraisemblance au niveau des couleurs, puis de créer un ensemble qui se tienne évidemment. Donc, il fallait qu'il y ait aussi une continuité là, à travers le film. Et vu la complexité de la tâche de la colorisation, c'était quoi l'importance de ce processus-là pour le résultat final du film? Ben, la colorisation, tu sais, comme je disais, c'est une abstraction qu'on espère la plus réaliste possible. Euh, et on est tellement habitué de voir ces images en noir et blanc, de les voir à la mauvaise vitesse, de les voir poussiéreuses, puis que ça tremblote, puis tout ça. Euh, il y a un processus, curieusement, au cours de la restauration des images, où on a l'impression que ça devient de plus en plus contemporain. Quand on a l'image noir et blanc, restaurée, stabilisée, calibrée, tout ça, là, on a l'impression de regarder une image qui a été tournée il y a quelques années. Il y a des sources qui étaient de qualité exceptionnelle, qui avaient été tournées dans des conditions parfaites de lumière. La qualité d'image, le piqué, tout ça, c'était superbe. Et donc, on était très optimiste. Plus on avançait dans l'image, plus on voyait les images s'améliorer. Maintenant, ce qui est arrivé avec la colorisation, qui était une grande surprise, puis Peter Jackson a fait le même constat d'ailleurs sur son film, c'est que quand on a mis de la couleur, les visages des hommes ont émergé. Le visage des hommes, le visage des femmes. Et là, soudainement, c'est pas qu'on le voyait pas avant, mais quand on a un soldat en tunique grise dans un paysage gris comme un champ de bataille avec son visage gris, son casque gris, tout se perd. Et là, soudainement, de mettre de la colorisation dans le visage, ça fait que soudainement les expressions faciales ressortaient. Et à la Hmm. première colorisation, je regardais des scènes et c'est comme si je les voyais pour la première fois. Je voyais un tel qui souriait, je voyais un tel qui faisait la moue, je voyais un tel qui avait l'air de peiner en train de travailler. Et là, il y avait une dimension humaine qui était, je dirais, latente dans l'image, qui était soudainement révélée et qui vraiment ajoutait une force dramatique à tout ça. Et ça, pour moi, ça a été très surprenant. Euh, on a, ben, ça a donné une autre dimension au film, en fait. Euh, puis, à mon sens, évidemment, c'est coûteux, c'est laborieux. On ne pourrait pas le faire pour l'ensemble des archives, ça coûterait des centaines de milliers de dollars, sinon plus. Mais pour un projet de cette échelle-là, ça valait vraiment la peine de le faire, puis ça donnait une toute autre dimension au projet. Vraiment, on le voit super bien sur la photo qui était à l'écran il y a un instant. Oui, ben on va y retourner en fait, parce Mhm. que ça,
il y a des belles trouvailles dans ce qu'on a travaillé. Mais justement, en parlant de trouvailles dans les archives, lorsqu'on travaille avec des films d'archives, est-ce que c'est possible d'identifier les lieux, les soldats ou les régiments à l'écran? C'est quoi le niveau d'information auquel on a accès? Oui, ben on peut revenir à l'extrait là, qu'on avait. Alors, il y a des scènes qui sont très bien documentées, hein. Le général Curry passe en revue les troupes dans telle ville. Alors là, on regarde la bande, puis c'est exactement ce qu'on y trouve. Parfois, il y a des mentions aussi simples que soldats canadiens, exercice. On ouvre le truc, il se passe plein de choses. On ne sait pas trop ce qui se passe. On avait une scène de soldats canadiens qui marchaient. Caitlin Bailey, la directrice du Centre canadien pour la Grande Guerre, m'a dit: Ah non, non, ça, c'est les Américains. Parce qu'elle avait repéré la gourde des Américains qui était Mhm. différente. Donc, il y a des moments où le peu d'indications qu'on a dans l'archivage, c'est très incomplet, mais il y a d'autres moments où on a des révélations qui sont assez claires, comme la photo qu'on voit présentement à l'écran. Le Royal 22e a cet insigne métallique sur la casquette en forme de castor. Alors là-dessus, il y a zéro Ok. ambiguïté. On sait que c'est des gars du 22e qui sont là en train de manger. Et on a, si on regarde la prochaine image, on a par exemple, parfois on arrive à identifier les insignes de division. Donc, l'image numéro 5 là, avec les kilts, on va voir, on va la voir bientôt. Là, c'est pas évident sur son épaulette, mais parfois on va voir des soldats, on va voir qu'ils ont leur insigne de division. Et on est capable, même si on n'a pas la couleur, on est capable d'identifier, OK, il s'agit de telle division. Et il se trouve qu'on avait une image des Highlanders, donc d'une unité en kilt, et on savait par leur badge qu'ils étaient de la 4e division. Donc là, on est capable de revenir et de dire, OK, mais dans la 4e division, à l'époque, quel régiment était en kilt dans la 4e division? Puis c'était un régiment de la Colombie-Britannique. Ce qui fait qu'éventuellement, on pourrait, avec ce peu d'informations-là, démarrer une recherche pour identifier les gens qui sont dans les images et mieux comprendre le contenu. Et en parlant de gens dans les images, donc des soldats, peux-tu nous parler du soldat Martin? Donc, qu'est-ce qu'il représente, ce Mhm. personnage-là? Oui, alors, comme l'histoire du film raconte qu'une jeune femme s'en va au monument à Vimy pour faire une empreinte d'un nom sur le mur, c'était important pour nous de trouver un nom qui est sur le mur, premièrement. Et on a demandé aux recherchistes de la Fondation de Vimy de nous suggérer des noms. Et on a trouvé Charles Harold Martin de Belmont, au Manitoba. Il était fermier. Et on avait donc, il n'est pas exactement placé comme ça sur le monument, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher une photo de cette section-là du monument et on t'a fait faire le geste, tu sais, sur un mur de référence. Et Claude Cloutier a tout transformé ça pour recréer la scène. L'autre point qui est vraiment très intéressant, c'est que il existe des informations sur chaque soldat de la Première Guerre mondiale. Bibliothèque et Archives Canada a numérisé l'ensemble des dossiers de service des soldats. Et donc, on avait de Charles Harold Martin tout le dossier militaire, où est-ce qu'il avait été stationné, dans quel régime, avec quel régiment il s'est battu. On sait dans quelle section de Vimy il a combattu et il est décédé. Et ça nous a permis par exemple, de trouver un extrait exact de la carte. On voit une carte de tranchée à un moment donné dans le film et ça nous a montré, ça nous a permis d'aller carrément utiliser la section de la zone où le soldat Martin a disparu. L'autre point qui m'a vraiment, moi, vraiment beaucoup, beaucoup touché, c'est que dans le dossier de tous les soldats, il y a la notice en cas de décès. Et chaque soldat remplissait une notice qui disait, ben, en cas de décès, voici ce que je veux qui arrive avec mes objets personnels. Et on voit donc cette écriture assez soignée d'un jeune homme qui a 25 ans et qui, au moment de s'enrôler, dit, ben, je veux qu'on donne telle chose à mes parents, telle chose à mon frère, etc. Et moi,
c'est un document qui m'a beaucoup touché et je l'ai montré aux comédiens avant qu'ils enregistrent les voix de la séquence finale, quand on rentre dans la bataille et qu'on s'en va vers la disparition du soldat Martin. Je leur ai fait lire parce que je voulais qu'ils sentent la connexion avec ce jeune homme. Les deux narrateurs avaient à peu près le même âge que lui et ça les a beaucoup touchés, ça les a beaucoup émus. Je pense que ça a influencé leur performance. C'était important pour moi, c'est important qu'ils reconnectent avec ce personnage-là à travers un objet aussi modeste. C'est une numérisation d'un carton qui a été écrit il y a 100 ans, mais qui porte une très, très grande charge, à mon sens. Et si on continue sur cette idée-là de la connexion émotionnelle, donc l'inspiration derrière l'idée du pèlerinage de la petite fille du soldat Martin, donc c'était quoi cette inspiration-là? Ben, alors, très tôt, moi, j'ai interviewé plusieurs récipiendaires des bourses là, que la Fondation Vimy organise pour aller en pèlerinage à Vimy, dont toi, Marianne, dont d'autres personnes. Et j'ai été intrigué de comprendre qu'est-ce qui se passait lors d'un pèlerinage, puis de sentir aussi, de sentir comment ça avait été vécu. Et soudainement, ce motif-là d'un voyage à Vimy pour reconnecter avec quelqu'un qui était là-bas, c'est devenu vraiment un processus intéressant parce que c'est le chemin inverse aussi du carnet de notes. Le carnet de notes, dans l'histoire, le carnet de notes a été dessiné pendant qu'il était en préparation de Vimy. Il est envoyé au Canada. Puis après ça, le carnet revient avec son ancêtre. Et donc, il y avait quelque chose pour moi d'un geste de vouloir ramener le soldat à la maison aussi. Et comme ce motif-là, à mon sens, c'est un motif aussi qui suggère le geste que chaque Canadien pourrait poser pour aller à Vimy, là. Évidemment, quand les conditions le permettent, là, avec la pandémie. Et puis donc, il y avait, c'est ça, il y avait cette idée d'un geste simple, de simplement de retourner sur place. Et ça me permettait, de faire un dialogue, hein, parce que mon idée, c'était que les deux personnages se parlaient, ils racontaient l'histoire, puis ils prenaient le micro un après l'autre pour raconter l'évolution de l'histoire. Et donc, ça crée une connexion intergénérationnelle. Hein. On n'a aucun enregistrement, évidemment. Il existe quelques enregistrements expérimentaux de soldats de la Première Guerre mondiale qui ont été faits dans des camps de prisonniers en Allemagne. Là. Ça a été trouvé il n'y a pas longtemps. Mais donc, on n'a aucun son de l'époque. On n'a pas la voix des gens. On a leurs écrits, bien sûr. Et donc, l'idée de ce motif-là était simple. Hein. Créer un dialogue entre les âges, proposer une reconnexion entre les générations. Et le motif fonctionnait aussi au niveau dramatique parce qu'on commençait avec les deux personnages et on termine avec elle seulement parce que lui disparaît puis on n'en entend plus parler après. Tu sais. Mm-hmm. Et c'est vrai que l'aspect du dialogue, c'est un aspect qui est très marquant dans ce film-là et qu'il y a plusieurs élèves qui ont fait le pèlerinage de Vimy vont en avoir parlé, cette idée-là d'avoir discuté avec le soldat qu'on devait choisir. En tout cas, c'est un aspect Mm-hmm, dans mm-hmm, lequel je me suis retrouvée quand j'ai écouté le film. mm-hmm. Et on arrive à la dernière question. Tu as parlé un peu de l'aspect du pont entre les générations. Je pense que c'est peut-être un élément qui va revenir. Mais quel est l'objectif derrière le film Vimy retrouvé? La colorisation, là, tu sais, qui est une proposition vraiment intéressante parce que c'était la première fois que l'ONF colorisait ses archives de la Première Guerre mondiale. L'idée, c'est de montrer la vie quotidienne des soldats, comment se vivait la vie derrière les lignes de front, parce que l'emphase est souvent mise sur les batailles.
c'est des événements, bien sûr, importants à cause qu'ils ont des effets cataclysmiques sur le cours des événements. Mais les soldats se battaient, dans le cas de Vimy, on parle de 3-4 jours de bataille, plus peut-être ce qui a suivi après là, de travail de consolidation de la ligne du front, mais des mois et des mois de préparation, de travail. Chaque soldat devait travailler l'équivalent d'une journée de travail à déplacer des objets, à construire, à préparer. Et puis Vimy, il y a beaucoup d'historiens qui en ont parlé, il y a des documents intéressants qui existent. C'était une bataille hautement technologique, très, très moderne, extrêmement bien préparée. Et donc, le but, c'était d'essayer de montrer un peu plus de complexité que de simplement raconter le combat et la fin tragique. Aussi pour faire exister ces personnages-là comme ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des jeunes hommes, des jeunes femmes dans la vingtaine et d'espérer permettre à une génération plus jeune aujourd'hui de connecter avec eux. Les guerres anciennes sont souvent présentées comme une affaire de vieux monsieur assis dans des fauteuils qui nous racontent ce qui est arrivé. Ces témoignages-là sont importants quand les gens sont toujours vivants, bien sûr, parce qu'ils sont une interprétation de première ligne, ils sont la mémoire vivante de ces événements-là. Mais ça peut aussi donner l'impression que la guerre, c'est une histoire de vieux monsieur dans des fauteuils, alors que quand on voit les images, quand on voit une histoire comme ça, ben, la guerre est faite avec les jeunes hommes, les jeunes femmes. Hein? C'est eux les premières victimes, c'est eux les premiers participants. Et donc, il y avait une volonté aussi de créer une histoire qui pouvait, à mon sens, créer une forme de connexion entre les générations. Donc, merci beaucoup, Denis. Nous allons maintenant passer à la période de questions pour poursuivre la discussion avec nos auditeurs. Donc, vous pouvez inscrire vos questions dans l'onglet questions à droite et les questions peuvent être écrites en français ou en anglais. On a quelques questions au niveau de la colorisation et de l'accessibilité des archives, mais j'aimerais tout d'abord commencer avec une question sur le lien entre la mémoire et l'histoire. Donc, est-ce qu'on peut qualifier l'œuvre Vimy retrouvée d'œuvre mémorielle ou plutôt d'œuvre historique? Donc, quels sont les concepts entre concept de mémoire et concept d'histoire? Alors, le défi qu'on avait, c'était un défi de temps. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire un travail de documentaire classique, d'aller chercher des informations, chercher des histoires nouvelles, des dimensions nouvelles de l'histoire et les écrire d'une manière historique, très factuelle. Mais ça demande de prendre le temps pour trouver des nouvelles histoires. Il y a plusieurs films qui avaient été faits, dont l'ONF, sur la bataille de Vimy, qui racontaient très, très bien tout ce processus. Et donc, de faire un film historique, classique, documentaire, c'était pas possible. Par contre, ce qui était possible de faire, c'était d'aller chercher tous les morceaux d'informations factuelles par exemple, les lettres des soldats, des livres historiques. J'ai lu des livres qui ont été écrits par des survivants de la bataille de Vimy. D'autres livres qui présentaient une histoire globale de la guerre, plusieurs œuvres de Tim Cook. Il y avait aussi, j'ai lu les recueils de lettres que Michel l'Italien avait édités il y a plusieurs années, où les soldats s'expriment dans leurs propres mots. C'est des lettres, c'est des carnets, c'est des... Et donc, j'ai été chercher dans les sources, j'ai essayé de saisir l'esprit de ces hommes-là, dans quel esprit ils étaient, qu'est-ce qu'ils vivaient. Chaque bout de phrase qui est prononcé dans le film est basé sur un élément documentaire qui existe en arrière-plan, qui pourrait prendre un paragraphe à énoncer. Il y a des phrases très, très simples comme, je ne me rappelle pas exactement comment il le dit en français, mais il dit quand on arrive à la ligne de front, on comprend, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais on comprend que on ne peut plus reculer là. On est devant l'ennemi, on est devant la mort qui est juste devant nous. Et ça revenait très souvent dans les témoignages des soldats.
Il disait, on s'entraîne, on fait nos trucs, c'est difficile physiquement. Il dit, mais on n'a pas idée du moment où on rentre dans la tranchée pour la première fois et que là, on est à quelques centaines, à quelques mètres de l'ennemi, parfois quelques centaines de mètres, dans le meilleur des cas. Il y a un soldat qui témoignait dans son livre que le premier jour de l'arrivée dans la tranchée, alors évidemment, la première consigne, c'est de jamais dépasser le seuil de la tranchée parce que c'est extrêmement dangereux. Et il y a un jeune soldat qui est dans cette première unité qui arrive, qui met le pied sur une boîte de bois et se monte pour aller regarder la tranchée allemande. Et il reçoit une balle en pleine tête et il est mort. Et là, le soldat raconte ça. C'est son unité qui arrive et ça fait pas une minute qu'ils sont dans la tranchée qu'il y a un soldat qui a fait une bêtise d'aller mettre le pied sur la boîte pour se montrer et ils l'ont tué. Tu sais. Et donc, il y avait ces témoignages-là très, très forts et il fallait trouver une manière de cristalliser tout ça pour avancer dans l'histoire. Et donc, moi, j'avais une première version du scénario qui durait 16 minutes, qui était bourrée d'informations factuelles. Et à force d'avancer dans le film, on a décanté, on a décanté, on a été à l'essentiel. Et à mon sens, quand on veut prendre le chemin de la fiction pour structurer une trame narrative, on n'a pas le choix de s'appuyer sur la réalité parce que sinon on est dans la fantaisie ou on est à répéter les visions romantiques de ce qui a été inventé par d'autres auteurs. Puis ça, à mon sens, c'est une erreur. Mhm. On a une autre question. Euh, donc, quelqu'un qui demande, est-ce que on a accès aux archives de la bataille de Vimy ou ben, au film en tant que tel d'une version non colorisée? Donc, j'imagine qu'on demande d'un point de vue d'un citoyen si on a Ah, accès. Et la euh, raison pour laquelle cette personne-là pose la question, c'est qu'elle dit que ces images-là non colorisées sont des artefacts de leur temps. Donc, est-ce qu'on peut les oui. regarder non Euh, transformés? alors, il y a deux choses. C'est que nous avons à l'interne une version non colorisée du film, mais qui est morcelée parce que la manière de construire le film existe en morceaux, en noir et blanc. On l'envoyait en France se faire coloriser, on recevait les morceaux colorisés et là, on assemblait la version colorisée. Et donc, il n'existe pas de version identique à l'image en noir et blanc. Les sources existent dans nos archives. Elles sont archivées dans le dossier de production du projet. Ce qui existe, qui est accessible au public, c'est ce qu'on voyait au tout début des extraits. C'est une version de basse résolution avec des codes temporels. Ces images-là sont disponibles sur le site de l'ONF, mais les sources ont été numérisées et converties il y a très longtemps. Et la qualité de ces images-là est vraiment pas évidente à consulter. Moi, j'ai téléchargé, quand j'ai préparé le film, j'ai téléchargé une centaine de clips environ en basse résolution. Euh, Ensuite, j'ai été visionner ces sources-là sur une meilleure qualité pour constater qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Puis parfois, j'avais des surprises. Mais malheureusement, non, la source haute définition n'existe pas comme telle comme pour être accessible au public. Mais par exemple, quelqu'un qui ferait une production et qui aurait besoin de ces archives-là, oui, il y a tout un mécanisme à l'interne à l'ONF pour donner accès à ces archives. Ça, donc, toutes les étapes de production n'ont pas été faites sur ces autres Non, archives-là. non, parce C'est que ça. nous, on détient une centaine d'heures d'images de la Première Guerre mondiale. Le travail de restauration d'images ça prend beaucoup de temps. C'est parmi les machines les plus chères à l'ONF quand on fait de la restauration d'images. On est équipé avec les meilleures machines là, de restauration d'images, Mhm. vraiment. Mais comme je disais plus tôt, faire une restauration complète de cette archive-là, c'est très, très coûteux. Euh, si un jour il existait un fonds de valorisation des archives, oui, à ce moment-là, ça pourrait se faire.
de tout repasser à la machine, de tout renumériser, de tout restaurer. Ça prendrait des semaines et des semaines. C'est techniquement possible, mais présentement, le matériel n'existe pas comme tel. Il est storé en 35 mm dans une voûte spécifique, évidemment, qui protège la qualité, la pérennité de ces images. Mhm. On a aussi une question au niveau de la colorisation, encore une fois, et des archives originales. Donc, on demande, on comprend qu'on gagne beaucoup à coloriser et à adapter les images, mais est-ce qu'on perd aussi quelque chose dans ce processus-là, par exemple au niveau de l'authenticité? Mais c'est clair qu'on ne peut pas faire de prétention d'être authentique dans la colorisation. Ça, il faut... quelqu'un qui affirme ça, quand il parle de colorisation, c'est quelqu'un qui parle à travers son chapeau. Parce qu'on est condamné à être en vraisemblance de couleur. Mhm. On peut faire le meilleur travail possible au niveau des sources, mais par exemple, on n'a pas idée de la texture de peau des gens, on n'a pas idée de la couleur de peau des gens. Un jeune soldat de l'ouest du Canada qui travaille à longueur de journée dehors au soleil va avoir le visage un peu plus bronzé qu'un soldat qui est toujours assis dans une pièce à faire des cartes géographiques à partir des photos aériennes. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas prétendre à l'authenticité. Et donc, ce qu'on peut dire avec la colorisation, c'est qu'on est dans la vraisemblance, puis on est dans un changement de perception, en fait. Parce que quand je regardais le film à la fin, tout le processus, c'est ce que j'ai eu comme commentaire souvent de gens qui venaient de voir le film, c'est qu'ils avaient cette impression que là, les images étaient beaucoup plus récentes qu'elles l'étaient. Parce que là, soudainement, les gens bougeaient à une cadence normale, on voyait des tons de peau, on voyait des vêtements, etc., etc. Donc, il existe autour des années 20, je crois, des autochromes. Les frères Lumière avaient créé un processus assez complexe de photocouleur. Et donc, il existe là, dans quelques années à peine après la Première Guerre mondiale, des photocouleurs d'époque qui sont tout à fait d'époque et qui sont des documents historiques. Mais pour la Première Guerre mondiale, je ne crois pas qu'il y a rien qui a été capté avec ces processus-là. Ça n'existait pas encore. Donc, effectivement, l'image authentique telle qu'elle a été filmée, c'est une image en 35 mm noir et blanc. Mais cette image-là, elle est moins digeste aussi. C'est moins accessible aux gens. Donc, peut-être on perd des aspects d'authenticité, mais en même temps, on gagne le travail permet d'avoir une très grande visibilité parce que c'est difficile de créer Ouais. des liens ou de comprendre la toute petite première Le image noir, que tu nous as le noir et montrée. blanc le noir et blanc est une abstraction. Et puis en même temps, c'est un processus qui nous fait voir les formes, les couleurs, les masses. Alors, on est beaucoup plus attentif parfois à la composition en noir et blanc, à la présence des choses entre elles, et moins détourné de notre attention par des couleurs. Et en même temps, ce qui est clair, c'est que par exemple, des soldats qui passaient des jours et des jours dans une tranchée, qui avait été des fois creusée dans des endroits où il y avait de la craie, il y avait tout devait finir à paraître couvert de cette poussière-là qui émergeait des tranchées et tout devait avoir peut-être à peu près la même palette de couleurs, là, à part les visages. On a une autre question, qui est quelqu'un qui nous raconte un récit familial. Donc, c'est son grand-père paternel qui a combattu dans le 22e bataillon, qui a été blessé sérieusement plusieurs fois, mais qui a survécu. Et ça, c'est très intéressant. Il dit que, comme plusieurs de ses confrères, il n'a pas parlé de son traumatisme. Et que, malgré tous les papiers officiels que la famille possède, par exemple la VI, il n'y a pas vraiment de détails qui existent sur ce personnage-là. Et ça donne un peu l'impression qu'il est plus facile d'en savoir sur les soldats morts au combat que sur les gens qui ont survécu. Et ça me fait penser aussi à une discussion qu'on avait eue ensemble avant le tournage où tu disais que on aurait pu, dans les années suivant l'enregistrement des images, faire des entrevues avec les soldats pour avoir plus de détails sur qui était sur les films, quel bataillon. Donc, est-ce que tu as peut-être des commentaires par rapport
à ce vide Ben, d'informations-là? l'observation que cette personne-là fait, c'est très, très juste, hein. C'est-à-dire que des fois aussi par la force des événements, parce qu'un soldat est mort parce qu'il a fait un geste héroïque sur le champ de bataille, les autres soldats vont rapporter son histoire, les historiens vont s'intéresser à ce personnage-là, vont faire de la recherche, vont amplifier l'histoire. Ceci dit, une piste intéressante, c'est les dossiers militaires que Bibliothèque nationale et Archives Canada a numérisés, parce que c'est plus de 600 000 dossiers. Et donc, chaque personne qui était enrôlée dans l'armée, qui soit dans l'infanterie en première ligne ou en arrière à construire des canons ou à conduire des camions, ils sont documentés là-dedans. La particularité, c'est qu'au niveau des sources, au niveau des artefacts et des sources historiques, il y a beaucoup de matériel qui existe, je crois, dans certains fonds d'archives. Mais c'est très laborieux en temps d'aller fouiller puis d'aller faire émerger les histoires. Nos sources à l'ONF ont très peu d'indications, mais il est clair que quelqu'un qui aurait des photos, par exemple, euh, de ses ancêtres, pourrait, en passant à travers les images, essayer de voir s'il n'est pas dans l'image en quelque part. T'sais. Ce travail-là aurait pu être fait dans les années qui ont suivi, mais il faut comprendre qu'à l'époque, la valeur qu'on donnait à ces images-là, et peut-être on leur donnait une moins grande valeur qu'aujourd'hui, puis la mise en valeur de la mémoire était quelque chose qui n'était pas très, très bien euh, euh, développé. L'histoire officielle du Canada, et je pense que Tim Cook en a parlé la semaine passée, le mois passé, dans l'autre. L'histoire officielle n'a pas été racontée comme elle aurait dû être racontée. Et en ce sens-là, je dirais que c'est une perte importante de connaissances. Et je sais que, par exemple, à l'armée canadienne, Michel Italien a fait, par exemple, une série d'enregistrements avec les vétérans de l'Afghanistan Mhm. pour documenter la mémoire orale, la mémoire humaine de ces événements-là. Et ça, c'est à mon sens peut-être le point le plus important. C'est extrêmement difficile euh, pour monsieur, madame, tout le monde qui a des archives personnelles de sa famille de contribuer à l'histoire globale parce que les musées croulent sous les artefacts et les sources. Euh, et donc, c'est vraiment pas évident de donner une vie à ça puis de faire émerger des histoires. Mais en un sens, ça peut aussi être je dirais, un projet de biographie familiale que d'essayer de trouver plus d'informations. Parce que, par exemple, ce qu'on a vu, là, les images des gars du 22e en train de manger, bon, ben, il faut quand même penser que le 22e régiment, je ne sais pas combien de centaines de soldats il y avait. Donc, et ce qu'on a vu, c'est une fraction d'entre eux en train de manger ensemble. Donc, il existe peut-être des images de ce personnage-là, ce grand-père-là, mais c'est de les trouver, tu sais. Et ça, Mhm. c'est vraiment pas évident dans le lot d'archives. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup de photos qui ont été prises aussi des soldats, et ça, c'est à la Bibliothèque et Archives nationales et certains musées. Il y avait un aspect de la question du monsieur qui nous partage son histoire, c'est l'aspect de la difficulté de parler du traumatisme. Et je Oui, trouve ça intéressant qu'il ait fait des enregistrements d'expériences orales vécues des soldats en Afghanistan. Mais est-ce qu'on peut oui. dire qu'en quelque sorte, sans vouloir faire dire des choses qui n'ont jamais été dites par des soldats, mais le film Venir retrouver, ça peut être un peu comme une tentative de partager une expérience personnelle Oui. quand on sait que c'est un contexte où les gens qui sont revenus ne le faisaient pas nécessairement. La mémoire humaine est assez particulière, c'est que quand on raconte un événement qu'on a vécu, on sort de storage la mémoire et ça déclenche chez les gens qui ont vécu des traumatismes de revivre les émotions qui ont été vécues. Donc, euh, ce que les soldats de la Première Guerre mondiale ont vécu, ceux qui ont fait des combats, c'est impossible à raconter sans tomber, je pense, et c'est pour ça que les soldats n'en parlaient pas,
Ma belle-sœur, son grand-père a fait les tranchées en Belgique pendant 4 ans. Il n'en a jamais soufflé un seul mot après. C'est extrêmement difficile de demander à des soldats de se placer en état de détresse psychologique pour partager avec nous leur histoire. Fait que je peux comprendre qu'il y avait un malaise et qu'il y avait une espèce de volonté de silence pour pas remuer la marmite émotionnelle. Euh, Mhm. mais en même temps, ben, à la fois, ces histoires-là doivent être racontées parce qu'on a tendance à occulter, surtout dans les guerres, on a tendance à créer l'histoire des guerres, des fois entraîne une espèce de glorification artificielle. Il n'y a rien de glorieux dans ces conflits-là. Les victimes se comptent par milliers avec des conséquences terribles. Euh, les conséquences pour le Canada, les conséquences négatives pour le Canada ont duré des décennies. Il y a des sections du pays comme Terre-Neuve, par exemple, qui s'en sont à peu près jamais relevées. Euh, Mhm. c'est, il ne faut pas oublier une chose que moi j'ai lue d'un témoignage d'un soldat, c'est qu'il disait ce que l'on devait faire dans les combats quand on était face à l'ennemi. Il dit personne à la maison aurait voulu qu'on leur raconte ça. Parce qu'une fois que les bombes sont tombées, une fois que les dernières balles de mitraillette ont été tirées, puis que les soldats se retrouvent face à face, et que c'est lui ou l'autre, ben là, on est dans la barbarie, on est dans la violence animale, on est dans quelque chose je suis pas sûr que les gens qui l'ont vécu, qui l'ont fait, voudraient repartager ça après. Mhm. Et donc, cette préoccupation-là, qu'est-ce qu'on va dire de nous quand on va revenir? C'est pour ça la dernière question là, que se pose le soldat, c'est ça. C'est ça qui se pose comme question. Est-ce qu'on va vouloir savoir qu'est-ce qu'on a dû faire pour gagner cette guerre? Est-ce qu'on va nous regarder? Comment on va nous considérer? Mhm. Est-ce qu'on va dire, ah, wow, OK, vous êtes les barbares qui avez fait la job sale? Ou est-ce qu'on va nous considérer comme ayant, ouais, on a dû faire un travail, puis maintenant, il faut guérir de ça. On a un dernier commentaire qui nous a été soumis. Je pense que c'est par rapport à notre discussion qu'on avait sur le noir et blanc. Et Mhm, c'est la personne dit que ce qui est intéressant ou la valeur du noir et blanc, c'est aussi de refléter que les images reflètent mieux ce qui était disponible à l'époque, donc en 1914-1918. mhm. Donc c'est peut-être un contre-argument à l'idée d'ajouter la couleur. Oui. Il y a une chose aussi, hein, c'est que c'était une curiosité, l'appareil cinéma. Tous les soldats Mhm. réagissaient. On voit très souvent dans les images, les soldats se retournent, ils font des sourires, tu sais, ils se pomponnent quasiment parce que, en fait, c'était une nouvelle machine. Les gens comprenaient ce que c'était, mais c'est à peu près certain que les gens qui ont été filmés se sont jamais vus. Alors qu'aujourd'hui, on vit dans un cycle hyper rapide de consommation d'images, là, tu sais. Euh, Eux, leur époque, c'était une époque où il n'y avait pas d'image de cinéma. C'était quelque chose d'exceptionnel, le cinéma. C'est un truc dans une salle une fois par semaine. Puis quand tu es au front en train de te battre, ben le cinéma, ça n'existe pas, tu sais. Peut-être que ça existe quand tu es en permission puis tu vas à Paris parce que c'est quand même là où le cinéma a été inventé, tout ça. Donc oui, il y a un reflet de l'époque, mais les images aussi, elles contiennent des comportements puis des réactions qui sont vraiment typiques de l'époque par rapport au rapport à la caméra. Et je pense qu'on a un dernier commentaire qui va pouvoir finir la discussion d'aujourd'hui. Euh, Ça, c'était en lien avec la discussion très importante sur les histoires personnelles des soldats, que si chaque personne a son histoire personnelle et qu'il suffit de la raconter, cette histoire-là, que plusieurs personnes n'ont pas pu le faire, soit par autocensure, un peu, c'est ce vers quoi t'indiquais, ou parce que personne ils n'ont pas eu l'opportunité de le faire. Donc, je pense que ce commentaire-là euh, vient bien conclure l'idée qu'ici, on a eu cette tentative-là d'exprimer l'histoire d'un soldat, de la rendre palpable pour la génération aujourd'hui et de montrer cette réalité-là sans trop l'idéaliser et la glorifier parce que, C'est pas pour rien qu'on appelle ça le jour du souvenir.
Mhm. Hein? C'est pas le jour de la célébration, c'est pas le jour de la fête. C'est le geste de se rappeler, de se souvenir, puis de perpétuer la mémoire. C'est ça qui est le plus important. Puis les Donc, institutions peuvent le faire, mais les individus peuvent le faire aussi. T'sais. Ces contributions-là, ils sont riches. mhm. Et si les gens ont des propres histoires dans leur famille aussi, comme Oui, le commentaire qui nous a été soumis, c'est oui. toujours intéressant de faire ce travail-là de mémoire plus personnel. Mhm. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions et merci à Oui, Denis merci. pour les réponses. Donc, c'est ici que la période des questions prend fin. Et notre discussion d'aujourd'hui nous a vraiment fait réaliser à quel point le travail avec les archives peut être complexe, mais très valorisant. Donc, c'est d'innombrables heures de travail et la participation de spécialistes de plusieurs domaines qui se cachent derrière ce court-métrage de 9 minutes. Or, un tel travail est essentiel pour s'assurer de revaloriser ces archives afin de les partager avec le public canadien, qui est héritier des sacrifices des soldats de la Première Guerre mondiale. Donc, comme Denis nous l'a si bien dit, les archives colorisées donnent un visage aux événements survenus il y a plus d'un siècle et aident à éduquer et à sensibiliser les jeunes Canadiens aux réalités de la guerre. Je prends ici ce temps pour remercier à nouveau M. Denis McCready d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous Merci. avoir partagé ses expériences à la réalisation du court-métrage Béni retrouvé. Merci également à tout le monde ayant pris le temps de nous joindre aujourd'hui pour cette conversation. Nous remercions nos partenaires du webinaire, l'Office national du film du Canada et les anciens combattants du Canada. Et on pourrait peut-être aussi souligner où est-ce que le film Béni retrouvé est disponible. Alors, Vimy Retrouvé est disponible gratuitement sur le site onf.ca. onf.ca. On tape Vimy Retrouvé dans l'engin de recherche. Le film est disponible gratuitement. Et s'il y a des professeurs ou des gens qui veulent organiser une projection publique, il faut simplement contacter l'ONF et c'est tout à fait possible. Et merci. Et nous espérons que vous avez apprécié ce webinaire ainsi que l'ensemble de la série Par-delà la crête présentée par la Fondation Véni. Les épisodes de la série seront disponibles sur YouTube et sur le site de la Fondation Véni et ils seront prochainement convertis en podcast. Merci beaucoup à tous et bon après-midi.